va pouvoir commencer cette première table ronde que je suis vraiment ravie de pouvoir animer parce que je pense qu'elle va être, riche en interventions, en expériences, et en retours d'expérience. Heu, on sait que pour réduire le gaspillage, c'est vraiment important d'arriver à emporter un peu et d'amener un peu, tout le monde, dans des actions. Et donc là, c'est d'essayer de voir différents types de publics et comment on va réussir à les amener vers ce changement. Donc on va commencer avec, Stéphanie. Alors je vais vous présenter déjà donc les différentes, personnes qui vont intervenir. Donc Stéphanie de Robert, donc qui est directrice de famille rurale et là on aura une première expérience sur, la mobilisation des familles, des foyers, donc le consommateur mangeur. Ensuite nous aurons une présentation de Juliette Desmarest, qui est à la métropole Rouen-Normandie et qui a mené un projet pendant la première phase de Covid, du confinement, sur, l'aide alimentaire. Et donc on verra comment une collectivité peut essayer de mobiliser tous les acteurs de son territoire et sur ce sujet de l'aide alimentaire. Et nous aurons ensuite donc, Morgane Jacob, donc qui est chargée de mission de prévention des déchets au Civedac, qui est le syndicat de traitement des déchets de Caen, qui nous présentera, eux, les différentes donc ils essayent de mobiliser différentes, cibles et elle nous montrera un peu comment ils s'y prennent pour cela et quelles sont leurs différentes actions, leurs essais, par rapport à ce sujet-là. Après, nous avons 2 témoins, donc là, je suis aussi ravie de pouvoir les accueillir, qui pourront réagir à ces 3 interventions. Donc on a Dorothée Despaghetti, qui est, directrice donc du CREPAC, donc il y a une association de protection de l'environnement, un peu l'équivalent du CREPAN en Nouvelle-Aquitaine et donc le CREPAC anime le régal de Nouvelle-Aquitaine. Alors ce régal, c'est un peu notre grand frère, c'est le premier qui a existé en Normandie et depuis, le Régal Normandie s'inspire et regarde ce qui est fait. On échange pas mal avec Dorothée, donc je suis vraiment ravie qu'elle puisse être là pour nous donner aussi son expérience de ce qui se fait en Nouvelle-Aquitaine et pouvoir réagir à nos témoins. Et également, je suis également ravie d'accueillir Laurence Gouttière, qui est un peu la madame réduction du gaspillage alimentaire au niveau national en France, donc à l'ADEME. C'est la référente de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, merci aussi vraiment d'être présente aujourd'hui pour pouvoir nous présenter, réagir un peu aux différentes interventions et montrer un peu ce regard déjà de l'ADEME et également de voir au niveau national les différentes expériences pour faire un peu écho à ce qu'on peut connaître dans notre territoire pour qu'on puisse s'ouvrir à d'autres territoires. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie qu'on puisse ouvrir cette table ronde et on va commencer la première intervention à presque 9h40. Donc le pari est tenu. Donc je vais laisser Stéphanie de Robert nous faire sa présentation. Donc Stéphanie, je te laisse te présenter et je mets ta présentation, ton Très PowerPoint. bien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cet événement sur le gaspillage alimentaire et je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui pour vous présenter une action qu'a menée Famille Rurale Normandie il y a déjà quelques temps, en 2018. Donc, ce sont mes collègues qui s'étaient chargés de cette action puisque je n'étais pas encore en poste à ce moment-là. Donc, du coup, voilà, j'aurais aimé qu'elles puissent vous présenter elles-mêmes cette action qu'elles ont véritablement portée de bout en bout. Mais voilà, donc je suis Stéphanie de Robert, je suis la directrice de la Fédération régionale Famille Rurale Normandie. Le mouvement Famille Rurale en Normandie, ça représente 85 associations réparties sur les 5 départements. Voilà, vous avez quelques chiffres, effectivement. Un peu plus de 7 000 adhérents en 2019, environ 11 000 bénéficiaires, 1 000 bénévoles administrateurs intervenant dans les associations et environ 150 équivalents temps plein en termes d'emploi. Alors, voilà, donc là, je vous ai répertorié un certain nombre de nos actions. On va passer au projet pour vous le présenter. Donc, ce projet de défi famille que vous connaissez sans doute, hein, les défis famille sont assez
assez nombreux et proposés régulièrement aux citoyens. S'inscrit donc dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé par l'ADEME et auquel notre fédération nationale avait répondu pour ensuite inciter les fédérations régionales à s'inscrire dans cette démarche. La fédération Normandie avait souhaité participer à cette démarche, comme l'Aquitaine par exemple et d'autres régions. Plusieurs objectifs à ce défi famille qui concernait, donc qui s'appelle Zéro Gâchis Académie. L'idée, c'était évidemment de faire baisser la part du gaspillage alimentaire dans la consommation des ménages. Donc, premier objectif, faire évoluer les comportements vers effectivement moins de gaspillage alimentaire par la mise en place de 3 gestes qui étaient choisis par chaque foyer témoin. On y reviendra plus tard parce que ça, c'est un élément intéressant à prendre en compte. Deuxième objectif, c'était quantifier la réduction du gaspillage alimentaire à domicile avec des mesures à temps zéro, c'est-à-dire avant le début du projet, des mesures tout au long du projet de façon très régulière et puis une évaluation finale avec la mesure du gaspillage réalisé, avec tout un tas d'outils qui avaient été fournis aux familles. Troisième objectif, c'était l'évaluation de la facilité à la mise en œuvre pour tenter de faire perdurer les gestes. L'idée, ce n'était pas seulement d'impliquer les familles au moment du défi, pour qu'ensuite chacun reprenne ses mauvaises habitudes, mais de faire en sorte que ces habitudes, elles perdurent dans le temps et qu'on puisse évaluer justement la mise en place de ces gestes. Et puis un quatrième objectif, là du coup si on peut repasser, voilà, c'était la communication sur les résultats et puis l'essaimage, essayer de massifier aussi un certain nombre de ces gestes pour continuer les opérations. Alors, cette grande opération, elle s'est tenue donc en 2018, je vous le disais, pendant 6 mois, de janvier à juillet. Pour Famille Rurale Normandie, l'objectif de recrutement, c'était 100 foyers, quelle que soit la constitution du foyer. Nous en avons finalement recruté 107 et c'était 120 familles qui s'étaient positionnées au tout début. Et puis finalement, quelques-unes se sont retirées du projet. Donc 107 familles sont parties dans l'aventure et au final, 98 familles sont arrivées au bout de l'aventure et ont pu participer à l'entièreté. Donc on voit que le maintien des foyers a été très fort. Le taux d'abandon est inférieur à la moyenne, 7,6 contre 10, et que visiblement, la stratégie d'engagement qui a été mise en œuvre a été plutôt très efficace, en tout cas dans notre région. Alors évidemment, l'objectif a été atteint, bien sûr. Je ne serai pas là pour vous en parler, sinon je pense. Donc cette opération a véritablement porté ses fruits. Elle a porté ses fruits au moment où elle s'est déroulée, mais elle a continué à porter ses fruits ensuite. Et c'est ça qui est intéressant à observer. Donc on voit tout d'abord en termes de chiffres que les foyers ont véritablement réduit leur gaspillage alimentaire de 60%. C'est-à-dire qu'on est passé de 25 kilos par personne et par an de gaspillage à un peu plus de 10 kilos. Donc, on a économisé l'équivalent de 30 repas par an, ce qui n'est pas rien. Donc déjà, ça, c'est une première donnée qui est très intéressante à observer. Les foyers ont appliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, les foyers avaient la possibilité de choisir les gestes qu'ils souhaitaient mettre en place pour réduire leur gaspillage parmi 7 gestes qui leur étaient proposés. Donc, en fonction de leur habileté à se sentir plus ou moins à l'aise avec les gestes en question, ils avaient le droit d'en éliminer certains. Ces gestes, c'était par exemple préparer les bonnes quantités, réaliser une liste de courses en amont de la démarche du supermarché, c'est conserver les restes du repas, servir les bonnes proportions, s'adapter en termes de date, etc. Il y avait tout un tas de choses qu'on leur proposait et finalement, on se rend compte que les foyers ont appliqué bien plus qu'on leur a demandé, alors qu'on ne leur en demandait que 3. En général, ils en ont appliqué beaucoup plus. À l'échelle d'une année, on voit que les 243 foyers participants, donc au niveau national, ça représentait à peu près 744 personnes, ont évité la perte de 10 tonnes de nourriture. Donc, c'est quand même pas rien sur l'ensemble de cette action. Les objectifs ont été atteints pour les 3 associations qui se sont lancées dans ce projet. On voit que Famille Rurale, le CLCV, le CSF ont obtenu des chiffres entre 54 et 64% de réduction, donc plutôt dans
la même branche, hein. On voit que ce n'est pas ça qui a forcément joué. Par contre, les familles ont rapporté qu'un gaspillage dont on parle peut-être un peu moins, c'est le gaspillage des liquides. Et du coup, on parle beaucoup du gaspillage des éléments solides, mais en termes d'éléments liquides, on voit bien que le gaspillage représentait quand même un tiers du gaspillage total et que c'était quand même aussi très important et on a réussi à le faire baisser. Une autre catégorie de produits qui a été également fortement réduite, ce sont les produits encore emballés. Pareil, les familles faisaient remonter que le gaspillage de produits emballés, finalement, n'était pas véritablement considéré comme du gaspillage, en tout cas, n'avait pas forcément le même statut, et que là, 72% de ce gaspillage a été évité. Et puis donc, les familles ont continué, hein, puisqu'elles ont continué à mettre en place leurs 3 gestes quotidiennement, mais c'est plus de 8 gestes qu'elles ont pu mettre en place quotidiennement. De temps en temps, pardon, de temps en temps. 3 gestes au quotidien et plus de 8 de temps en temps. Donc voilà pour les éléments statistiques, on va dire, les éléments quantifiables. Alors, on a aussi le retour des foyers sur cette expérimentation avec des éléments plus qualitatifs. Donc, on voit bien que les foyers ont été très satisfaits par cette opération, puisque si elle était à refaire, ils la recommanderaient dans 92% des cas. Donc, plutôt très, très partant, et ils aimeraient y reparticiper, hein, d'ailleurs, c'est aussi ce qu'ils nous ont rapporté. 77% des foyers ont sensibilisé leurs proches au gaspillage alimentaire et à la méthode utilisée. C'est-à-dire qu'ils en ont parlé autour d'eux. Ils ont parlé du fait qu'ils faisaient partie de cette démarche collective, de cette aventure à laquelle ils ont participé pendant 6 mois. Et ils en ont parlé en termes positifs et ils ont incité leurs proches, leurs familles, leurs amis, leurs voisins à entrer dans une démarche identique. 16% des foyers donc, sont prêts à organiser par eux-mêmes une démarche du même moule, éventuellement, avec de nouveaux foyers. En tout cas, ils sont prêts à se réinvestir pour éventuellement parrainer de nouveaux foyers dans cette aventure. Et puis, 45% des foyers déclarent avoir fait de réelles économies en réduisant le gaspillage. Et là, ils ont pu vraiment le conscientiser, ils ont pu l'objectiver. Ce n'est pas juste une sensation de se dire « Ah oui, on a économisé quelques euros ici et là ». En fait, on a pu véritablement quantifier les économies qui ont été réalisées et ça, c'est véritablement un plus. Donc finalement, tous ces foyers-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment pris conscience de la masse du gaspillage alimentaire qu'ils produisaient et ils ont modifié leurs habitudes en conséquence avec un maintien dans le temps du comportement favorable. Et comment vous avez vraiment réussi à mobiliser, parce qu'on voit vraiment des résultats très positifs et qu'est-ce qui a été vraiment le facteur pour réussir à mobiliser tous ces foyers? Alors, il n'y a pas eu un facteur déterminant. Il y a un ensemble de facteurs qui concourent à la réussite de ce défi. Tout d'abord, le fait de mobiliser un réseau comme Famille Rurale permet de toucher les familles en proximité. C'est-à-dire que Famille Rurale, c'est un réseau qui propose de la toute petite enfance avec des crèches, par exemple, au transport solidaire ou au portage de repas pour les personnes âgées, qui s'intéresse à tous les âges de la vie pour des activités de sport, de culture, de loisirs, de langue, de tout ce qu'on veut dans les territoires, avec un ensemble de services qui est proposé à toutes les tranches d'âge. Donc, des familles qui fréquentent les associations tous les jours, que ce soit pour un cours de Zumba, pour un cours de langue, pour la crèche du tout petit, pour la mobilité solidaire de son grand-père ou de sa grand-mère. Donc, en fait, il y a une proximité avec les associations qui est très forte. Et on sait bien que toucher les personnes en direct, plutôt que d'envoyer un mail ou un courrier, ça porte davantage ses fruits. De dire, vous savez, il y a cette opération qui va se mettre en place. Est-ce que ça vous intéresserait d'y participer? Ça va se passer comme ci, comme ça. L'animateur, on le connaît parce que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu et qu'on fréquente régulièrement. Donc ça concourt à un lien de confiance qui est tissé entre les usagers et l'association. Deuxième élément mobilisateur, c'est le sentiment de participer à une aventure et une aventure collective. Et ça, c'est une dimension extrêmement intéressante parce que quand elles se sont embarquées là-dedans pendant 6 mois, et 6 mois dans la vie d'une famille, c'est pas rien, elles savaient
pas trop forcément à quoi s'attendre, même si tout avait été expliqué. Bon, voilà, on s'embarque dans quelque chose d'un peu plus grand que nous. On sort un peu de soi-même quand on participe à ça. On est engagé par rapport à d'autres foyers et au final, ça faisait plus de 100 foyers. Donc, l'engagement, il n'était quand même pas minime. Donc, du coup, ce sentiment d'aller ensemble vers un objectif commun, ça, on sait aussi que c'est porteur de dynamique. Le choix des gestes à adopter. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'y reviendrai parce que ça, c'est un facteur de réussite vraiment, vraiment fort. Nous avons proposé aux familles de choisir parmi 7 gestes à accomplir. Elles devaient, en fonction de leur habileté, en choisir 3. Et on sait que ces ressorts-là, qui sont des ressorts théorisés dans le cadre de la psychologie sociale, par la théorie de l'engagement ou par la théorie de la soumission librement consentie, qu'à partir du moment où une personne a le sentiment de faire un choix, même si ce choix est conditionné à un cadre qu'on lui propose, ce sentiment de liberté qu'elle va ressentir dans le choix qu'elle va faire va lui permettre d'adhérer bien plus facilement, là en l'occurrence, au geste qu'on lui proposait d'avoir. Donc on voit bien que là, on s'inscrit complètement dans le cadre de tous ces travaux-là, qui datent de l'après-guerre. C'est Kurt Lewin, juste pour faire un petit rappel historique, qui montre l'effet de gel avec des familles aux États-Unis qui sont incitées à cuisiner des abats. Pas forcément évident de cuisiner des abats, c'est la période de la guerre, on essaye de faire des économies, il faut éviter de perdre un maximum de viande et on voit qu'on en perd plein sur les abats. Il essaye de toucher les ménagères. Première expérimentation, il fait venir un conférencier qui explique le bienfait des abats. C'est facile à cuisiner, c'est bon pour la santé, c'est bon de goût, etc. Au final, échec. 3% des cuisinières vont effectivement cuisiner des abats. Il retente la méthode. Par contre, ce n'est plus un conférencier qui est devant les cuisinières, c'est un animateur. Et l'animateur, il fait quoi? Il met en lien les gens. Il met les ménagères entre elles dans une salle, elles échangent des recettes, elles discutent entre elles, elles commencent à se dire que oui, si l'une le fait, c'est que c'est possible pour moi, etc. Elles prennent un engagement devant le groupe et elles prennent la liberté, en tout cas, elles ont l'impression d'avoir la liberté de pouvoir le faire ou pas. Résultat, plus de 50% d'entre elles vont acheter des abats et vont les cuisiner et ce geste se maintient dans le temps. Donc, c'est très trivial comme exemple, mais ça rejoint bien notre problématique d'aujourd'hui et ça ne porte pas que sur l'alimentation. Mais on voit bien que cet engagement collectif et cette sensation d'avoir la liberté de choisir un geste, même si on m'en propose ce geste dans un ensemble plus vaste, ça me permet de maintenir un comportement dans le temps. Donc, intéressant aussi de constater la mise en application d'un certain nombre de théories qui fonctionnent. L'animation aussi constante, je le disais, le lien avec les associations, l'animateur n'a pas changé pendant 6 mois, les animateurs sur le terrain n'ont pas changé non plus, les familles ont été accompagnées quasiment au quotidien. Donc, du coup, l'animation aussi a été un facteur de dynamique très important. Les temps de partage également qui ont été mis en place entre les familles se sont rencontrées à plusieurs reprises, elles ont échangé sur leurs difficultés, sur les leviers, sur les freins, elles ont pu s'échanger des trucs et astuces, elles ont pu rigoler ensemble, voilà. Enfin, l'idée, c'était aussi de créer du lien. Certaines ne se connaissaient pas et venaient d'un même village et elles ont continué à se voir après. Donc, on voit aussi que ça a produit des effets en termes d'interconnaissance qui sont intéressants. Autre facteur, c'est la prise de conscience aussi des progrès réalisés tout au long de l'action. Je vous parlais tout à l'heure de l'économie financière qui avait été réalisée par les familles, mais ce n'est pas que ça, c'est que tout au long du projet, des mesures ont été faites, les mesures, les pesées du gaspillage, et on n'a pas attendu 6 mois pour leur dire bah, super, vous avez économisé tant de kilos, tant de kilos. Tout au long du projet et de façon très très régulière, elles ont pu voir que la part du gaspillage diminuait. Et donc, c'est très encourageant de se rendre compte que ça baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. On peut encore faire mieux. Et sur quoi on peut encore faire mieux? Est-ce que là, on peut améliorer certaines choses? Donc, ça aussi, on sait que c'est un facteur de réussite d'avoir une conscientisation tout au long de l'action. Et puis, la perception des économies budgétaires réalisées. Et ça, ce n'est pas négligeable. Merci beaucoup, Stéphanie, vraiment très, très intéressant. Alors, peut-être avant je me demandais s'il y avait un petit conseil ou quelque chose, en tout cas vraiment d'important à faire passer aux personnes qui écoutent, ou je sais pas, des collectivités ou des associations qui voudraient se lancer, quelle pourrait être cette petite chose en plus
importante Alors, pour nous repartons dans un défi famille. À partir là, nous repartons avec l'Union régionale des CPIE et avec l'ADEME. Nous avons commencé à travailler sur un projet qui va se mettre en place. Alors évidemment, les choses sont un petit peu retardées, mais qui devrait se mettre en place début 2021 avec des familles qui vont essayer de réaliser des économies, mais là de façon beaucoup plus globale, et qui sont des familles en transition énergétique. Et du coup, pour repartir sur ce projet-là, évidemment, on s'appuie sur les conclusions et l'expérience que nous avons de ce projet. Je pense que l'élément le plus important, c'est l'animation auprès des publics. C'est vraiment le fait d'être très proche des personnes, de les suivre très régulièrement, de les accompagner, de faire en sorte qu'elles puissent exprimer leurs difficultés, qu'elles puissent aussi, encore une fois, conscientiser les leviers qu'elles ont dans les mains pour pouvoir avancer, qu'elles prennent conscience que c'est possible à leur échelle et qu'on peut transformer en profondeur ces habitudes de vie rien qu'en étant encouragé, motivé. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'animation. Et puis, le fait que les familles puissent se rencontrer entre elles, puissent échanger entre elles, puissent avoir des temps où justement on parle de ce qui nous a plu, de ce qui nous a moins plu, de là où on sent qu'on est moins bon, là où on est meilleur. Enfin, voilà, prendre conscience de ses compétences à faire. Et ça, c'est un rôle majeur de l'animation. Je crois que c'est la clé du succès, tout simplement. de focaliser sur l'animation. Merci beaucoup Stéphanie. J'invite les personnes à, si elles ont des questions, à ne pas hésiter à remplir dans Q&R. Et pendant ce temps-là, je vais laisser la parole à Laurence Gouttière. J'ai dû lui laisser la parole déjà en introduction. Alors déjà, peut-être pour réagir aussi à cette intervention, parce que justement, l'ADEME était vraiment partie prenante dans ce projet-là. Donc, Laurence, si tu veux nous réagir à cette intervention. Bien sûr, donc bonjour à tous, ravie vraiment de participer à ces échanges. Alors en effet, ça fait plaisir là d'avoir ce témoignage parce que nous, on a suivi ça plutôt de loin. Il faut savoir qu'il y a en tout 250 foyers qui ont été accompagnés sur 3 territoires différents, chaque territoire par une association de consommateurs en particulier. Effectivement, avec un dynamisme très fort en Normandie, comme ça a été présenté aujourd'hui. Et je voulais juste vous montrer, enfin partager avec vous alors je vérifie, oui, c'est a priori c'est bon. Il y a eu 2 documents qui ont été, réalisés, au niveau national pour, capitaliser en fait, ce qui a été fait à l'occasion de cette opération, donc Zéro Gâchis Academy. Sachez qu'ils sont disponibles, je vous les présente très rapidement. Donc il y a, un document qui s'appelle «Ma recette anti-gaspi» et qui, permet un peu de parrainer d'autres familles qui auraient envie de se lancer dans l'aventure. Et donc là, c'est une fiche toute simple pour montrer comment on s'y prend quand on veut à son tour faire des diagnostics à la maison et quel que soit son niveau, j'allais dire selon en fonction de si on n'en a jamais fait et qu'on veut que ça fait un petit peu peur de devoir tout peser, au niveau plus confirmé et au niveau expert. Donc ça, ce sont des fiches qui sont, disponibles avec après les passages à l'action. On retrouve les fameux, gestes clés qui ont été, testés à l'occasion de ce défi. Et l'autre infographie qui est disponible, c'est, quelque chose un document ressource plus large qui peut servir, en matière de sensibilisation pour, le grand public, qui reprennent donc les chiffres clés et surtout, les différentes, actions qui peuvent être réalisées avec, en fonction des étapes, donc, avant de faire ses courses, pendant ses courses, à la maison, quand on cuisine. Et ce sont ces gestes-là qui ont été testés, qui fonctionnent et qui ont été mis, voilà en images, et donc n'hésitez pas à, utiliser ces ressources. Elles sont sur, le site Optiged qui, est un site foisonnant et dans lequel vous retrouvez aussi à la rubrique, grand public de mémoire, enfin, je vais vérifier tout de suite d'ailleurs, le lien. Donc on est dans la partie restauration collective, non pardon, alimentation et gaspillage alimentaire grand public et vous retrouverez, l'ensemble des résultats de cette opération au niveau national. Donc n'hésitez pas. Et puis, pour, prendre un petit peu de recul
et faire le lien aussi avec la suite. Vraiment, quand Nathalie m'a proposé de participer à cette table ronde qui s'appelle «Mobiliser les partenaires sur son territoire, les clés du succès», je ne pouvais pas faire autrement que venir et que enfin, même si c'est pas physiquement, parce que c'est exactement le message qu'on tente de faire passer à l'ADEME. Toutes mes interventions, notamment auprès des collectivités, c'est exactement cela. C'est-à-dire que en 2016, quand on a fait l'étude nationale sur juste la compréhension du gaspillage alimentaire en France, qui nous a permis d'avoir une photographie de où avaient lieu les pertes et le gaspillage, le principal enseignement a été que le gaspillage est beaucoup mieux réparti que ce qu'on pouvait le penser. C'est pas que dans les arrière-cours des supermarchés, c'est pas que dans l'assiette, le fond d'assiette du consommateur, c'est sur l'ensemble de la chaîne. Et pour agir sur ce sujet, qui est un sujet simple, on est tous d'accord pour dire qu'il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, mais qui est complexe, sinon ça ferait longtemps que ce serait résolu. Le seul moyen, c'est d'arriver à travailler et à faire travailler les acteurs ensemble. Et c'est là que ça devient donc un petit peu difficile parce que nous, à notre échelle, on voit bien ce qu'on peut faire, nous, dans notre secteur d'activité. Mais dès qu'il faut aller interagir avec les acteurs, ça devient plus compliqué. Et c'est en cela que les collectivités, notamment les associations, tous ceux là qui vont témoigner, ont un rôle essentiel. Et je suis ravie de cet éventail de témoignages qui sont une illustration parfaite de ce qu'il faudrait arriver à mettre en musique sur les différents territoires. Donc, je reprendrai la parole volontiers ensuite pour rebondir suite aux différents témoignages. Merci. Merci, Laurence. Je vais faire réagir aussi Dorothée. Alors, peut-être, je pense qu'elle interviendra encore plus longtemps après Juliette, mais si tu pouvais nous faire part, voilà, comment ça se passe chez vous sur cette cible-là. Oui, alors, donc effectivement, donc le CREPAC, on anime le Régal Nouvelle-Aquitaine. Donc je ne peux être que d'accord par rapport à ce que vient de dire Laurence sur le fait que la mise en réseau, c'est essentiel dans ce type de projet-là parce que c'est difficile de faire travailler les différents acteurs entre eux et ils fonctionnent en silo. Mais bon, en tout cas, on s'y emploie, hein, aussi bien le CREPAC que le CREPAC. Pour revenir à la question de la mobilisation des mangeurs, nous, au niveau du Régal, ce sont des actions qui sont assez marginales dans notre programme d'action du Régal. Ce sont des actions qu'on va faire par ailleurs en tant qu'association CREPAC, mais on n'a pas exactement le même fonctionnement en niveau d'animation du réseau que le Régal Normandie. Donc, c'est juste pour ça. Pour autant, on a déjà fait des animations type Gaspi Délices, qui est un petit peu un concours simplifié de Top Chef avec le grand public. Et effectivement, c'était très intéressant, mais au niveau de la cible touchée, beaucoup moins pertinent que ce qui vient de nous être présenté. Par rapport à ce que vient de dire Stéphanie, c'est l'animation est essentielle dans ce type de projet-là. Et on voit bien la limite de tout ce qui est numérique ou ce genre de choses. Il faut à un moment donné revenir aux échanges concrets. Et ce schéma-là, on le voit nous aussi, enfin Nathalie, je pense que tu ne diras pas le contraire, dans les événements qu'on organise, là où il y a le plus d'échanges, ce sont les moments informels, les moments où il y a du partage. C'est mettre l'humain au cœur des échanges, quoi. Et donc, ça se confirme à différents niveaux, que ce soit pour les mangeurs, que ce soit pour d'autres sujets. Donc effectivement, l'animation a un rôle essentiel pour que ce type de projet-là donne des résultats satisfaisants. S'il n'y a pas d'animation derrière, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Merci Dorothée pour ce retour. Est-ce que, donc, j'ai demandé rapidement à Caroline si on a des questions sur l'intervention de Stéphanie avant de passer à l'intervention de Juliette Desmarest. Oui, on a plusieurs questions. Alors la première de Céline Leroux. Quelles sont les associations animatrices lors du défi et quels sont les territoires en Normandie? Donc, pour Stéphanie. Ok, merci pour cette question. Le projet a été coordonné au niveau de l'ensemble des 5 départements par la Fédération régionale de familles rurales avec un animateur qui était vraiment le référent
du projet et qui a suivi le projet de bout en bout, qui a rencontré toutes les familles, qui a participé à la dynamique évidemment, qui a participé à l'évaluation du projet et à toutes les étapes qui étaient présentes, qui étaient aussi l'interface entre l'association et l'ADEME et notre fédération nationale de familles rurales. Ensuite, sur les territoires, les familles ayant été recrutées en proximité par les associations qui sont implantées sur les 5 départements, il y avait un référent sur les associations qui permettait d'être le point d'ancrage local de proximité quand une famille avait une question ou quand il y avait une problématique, etc. Alors, soit il savait y répondre par lui-même et là, la réponse était donnée directement, soit il pouvait venir vers ma collègue de la région qui pouvait apporter une réponse. Les familles, alors de mémoire, je n'ai pas ressorti le listing des territoires. Les familles ont été majoritairement, en tout cas, oui, il y avait plus de familles dans le Calvados. Alors, là aussi, on est très dépendant de la localisation de nos associations. Évidemment, dans l'Eure et dans la Seine-Maritime, pour des raisons historiques, Famille Rurale est assez peu implantée. Nous avons 15 associations sur les 2 départements ex-Haut-Normand. Et beaucoup plus, évidemment, au compte tenu des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, sur les départements bas-normands. Donc, il y a plus d'ex-bas-normands que d'ex-Haut-normands dans la représentativité des familles qui ont participé au défi, évidemment. Et ça, c'est vraiment lié à la localisation de nos associations. Là où on n'a pas d'association, il n'y avait pas de personnes qui participaient. Donc, en fait, les personnes se sont réparties sur les 5 départements avec une représentation plus importante du Calvados. Et ensuite, c'était des personnes de la Manche. Caroline, une autre question? Oui, de Virginie. Alors, comment les résultats de ces opérations sont communiqués? Alors, comment les résultats sont communiqués? Aux familles, peut-être? Alors, si c'est aux familles, il y a eu une soirée de restitution et de remise de diplômes. Il y a eu un temps symbolique où on a remercié les familles de leur participation. On leur a remis un diplôme pour marquer encore une fois leur implication et puis leur réussite. Et c'est à ce moment-là, donc cette réunion, elle s'est déroulée au mois d'octobre 2019. C'est à ce moment-là que les résultats avaient pu être consolidés, qu'on avait un certain nombre de données à la fois au niveau national et au niveau régional. Et c'est lors de cette soirée que toutes les familles ont été informées des résultats de ce défi. Si c'est bien auprès des familles que la question se posait. Auprès des professionnels, là, nous n'avons pas, nous, assuré une communication auprès de nos partenaires, puisque l'ADEME avait largement diffusé des documents à ce niveau-là. Donc, nous n'avions pas, nous, autre qu'auprès des associations et des familles, fait de communication. Très bien, merci beaucoup Stéphanie pour cette intervention très intéressante. Donc, on va passer à la présentation donc, de Juliette Desmarest. Juliette, je vous laisse mettre votre vidéo. Et je vais mettre en partage votre présentation. Donc, déjà, peut-être vous présenter rapidement et après, présenter le dispositif. Donc, c'est Solidarité alimentaire. Merci beaucoup. Écoutez, je suis vraiment contente d'être là ce matin parce que justement, ça montre bien ce dont je suis convaincue, c'est-à-dire qu'il faut sortir aussi chacun de son milieu, des fois un peu pur, pour aller aussi dans d'autres secteurs pour pouvoir partager et avoir une vision plus transversale des problématiques. Donc moi, je m'occupe en effet du mécénat et des partenariats à la métropole Rouen-Normandie. Ça fait 2 ans et demi que cette mission existe. Mon métier, le mécénat, c'est vraiment convaincre des entreprises de s'associer à nos projets d'intérêt général et de les mobiliser sur le territoire. D'habitude, et ce que j'essaye de faire aussi, c'est que ça ait du sens. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Si on veut une acceptabilité du tout public sur le mécénat, il faut absolument qu'il y ait du sens entre le projet qu'on propose et les entreprises qui sont associées. Ça reste une association d'image et ça, c'est vraiment important. En tout cas, c'est quelque chose qui me soucie beaucoup et on va le voir dans ce projet. C'est comme ça aussi que je suis arrivée à cette mobilisation particulière.
Le mécénat, c'est un dispositif fiscal qui permet aux particuliers comme aux entreprises en fait, de les inciter à donner, mais surtout à donner plus. On sait très bien que finalement, l'incitation fiscale, ce n'est pas ça qui déclenche les dons. Par contre, ça permet de donner plus puisque pour les particuliers, vous savez, si vous faites des dons à un organisme d'intérêt général, une association, vous défiscalisez 60% de ce montant, 75% pour les associations qui fournissent le gîte et le couvert, donc ce qui nous concerne là, par exemple, pour l'aide alimentaire, et 60% donc pour les entreprises. Donc ça leur permet en effet de justifier leurs dons. Et donc, autant sur des dons financiers, bien évidemment, mais aussi, on va le voir, on les a mobilisés aussi ici, sur des dons en nature et aussi de compétences, la mise à disposition de personnes. Habituellement, enfin, moi, j'allais dire mes 3 thématiques un peu phares, en tout cas, sur lesquelles j'avais envie de travailler à la métropole. Bien évidemment, la culture, puisque à la métropole Rouen-Normandie, on souhaite candidater à Capitale européenne de la culture 2028. Et j'ai travaillé avant 10 ans en tant que responsable du mécénat à l'Opéra de Rouen, donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est plus, je veux dire, mon domaine de spécialité au départ. Et puis en arrivant, j'ai voulu bien évidemment élargir à l'environnement, puisque c'est aussi de plus en plus, on l'espère en tout cas, une préoccupation des entreprises et on a envie de les emmener sur ce terrain, et ainsi que la solidarité. Et on va le voir avec la solidarité, finalement, la métropole a plus un rôle de coordinateur et des fois, on aurait envie qu'il y ait des choses qui soient un peu plus concrètes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est aussi emparé un peu de ce sujet de l'aide alimentaire qui n'est au départ pas plus que ça dans nos compétences. Mais on a vraiment réagi à une problématique du moment. Donc voilà pour la présentation, je dirais, un peu globale de tout ça. Et donc, ce dispositif solidarité alimentaire, en fait, il est né vraiment rapidement en fait, en réponse au premier confinement, où la métropole avait mis en place en fait, une plateforme d'échange avec les associations de solidarité, vraiment tout simple, pour partager de l'information. Tout simplement, certaines cherchaient du gel, notamment hydroalcoolique et des masques, des entreprises étaient prêtes à en fournir, et donc assez vite, des solidarités se sont mises en place, et puis surtout, les associations ont pu nous faire remonter leurs difficultés. Et c'est là que les associations d'aide alimentaire ont vraiment sonné un petit peu, enfin, tiré la sonnette d'alarme en disant oh là là, ça va plus, nous, comme la restauration collective est fermée, on récupère plus beaucoup de denrées, les supermarchés sont aussi globalement assez tendus sur la marchandise, donc on récupère pas grand-chose. On a de plus en plus de bénéficiaires et en plus nos bénévoles, ils peuvent pas sortir parce qu'avec le Covid, c'est les personnes les plus à risque. Donc en effet, là, la situation, d'ailleurs, elle est toujours vraie aujourd'hui. C'était vraiment compliqué. Et donc là, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et donc, les collègues de la solidarité ont décidé, avec la présidence, bien évidemment, de mettre en place un fonds. Désolée. Un fonds, en effet, donc de 100 000 € pour aider les associations d'aide alimentaire. Et on était un peu tous chacun en télétravail, donc un peu enfermés chez soi. Donc moi, j'essayais, pour avoir des sujets, me tenir un petit peu au courant, d'appeler les différents collègues. Et notamment, à un moment donné, donc quand je les ai appelés, ils m'ont dit oui, puis on a cette problématique sur l'aide alimentaire. Et tout de suite, je leur ai dit, mais je suis persuadée qu'on peut abonder le dispositif avec des entreprises. Enfin, c'est vraiment un sujet pour moi qui me paraît fort et sur lequel, à mon avis, assez vite, on peut mobiliser des gens. Et donc, on pourrait avoir plus d'argent pour ce dispositif, pour ces associations, sachant que c'était plutôt propice puisque le sentiment d'urgence, on le sait bien, on l'a vu avec Notre-Dame sur les collectes, fonctionne à plein, et surtout quand on est sur des thématiques qui ont du sens à un instant T. Et donc là, l'aide alimentaire pendant le confinement, voilà, on a bien vu que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne et que là, c'était quelque chose sur lequel il fallait agir. Donc moi, j'étais persuadée que les entreprises seraient sensibles à ça et que c'était un petit peu dommage de s'en priver. Donc, on a fait valider le fait qu'on allait les mobiliser. On était en plus je vous rappelle le contexte, entre le premier et le second tour des élections. Donc, ce n'est pas les périodes les plus faciles pour des fois mobiliser des entreprises et faire des choses rapidement. Mais bon, du coup, là, vraiment, tout le monde était un peu au taquet. Et puis, j'avais vraiment vu aussi que les entreprises, elles avaient elles-mêmes créé des fondations et des fonds d'urgence, mais 15 jours après le début du confinement. Au 1er avril, les fondations d'entreprise, elles étaient au taquet, ce qui n'était pas en fait le cas de tout le reste du monde, où tout le monde
est allé très vite, mais les entreprises, j'ai envie de dire, encore plus vite que les autres. Et voire même, il y a des dispositifs où on est passé à côté, notamment pour le soutien à des associations, parce qu'il y avait un état de sidération qui a fait qu'on n'a pas tout de suite réagi finalement à cette offre et à cet argent qu'on pouvait mobiliser rapidement et qui s'est arrêté après très vite puisqu'on était sur des dispositifs pendant le confinement. Donc ça, aussi pour tous, j'ai envie de dire, il faut vraiment qu'on soit, des fois cette agilité-là, le privé, en effet, là, et il faut qu'on soit aussi réactif pour ça, pour les aider. Donc, ce dispositif solidarité alimentaire, on décide de le lancer et ça, c'est pour la petite histoire, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment besoin, quand je lance un dispositif, que la première fois qu'on communique sur celui-ci, que les entreprises, elles soient associées dès le départ. Sinon, c'est toujours plus compliqué voilà, de dire qu'on y va ensemble. Et je trouvais ça, on l'a dit tout à l'heure, mobiliser, faire du collectif, ça a aussi du sens sur ce genre de problématique et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Donc, on a essayé de recenser, choisi avec certains critères, où je vous ai mis en dessous les critères de sélection, des plutôt grosses associations en fait, sur l'aide alimentaire sur notre territoire, pour certaines en effet qui nous avaient interpellés comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur. Et puis, voilà, choisi entre ceux qui avaient les habitations de l'État pour la distribution d'aide alimentaire, la dimension pluricommunale qui est toujours importante à l'échelle de la métropole, un minimum de tonnage par rapport justement à la gestion des denrées, et puis surtout qui touchait aussi la cible jeune des 18 à 25 ans sur lequel là on a le droit d'agir un peu plus particulièrement. Donc on a choisi ces 4 associations, sachant que par exemple le Secours catholique ne fait pas de distribution directe d'aide alimentaire, mais avait lui plutôt donné des dons, des bons, pardon, pour pouvoir justement accéder après à acheter cette nourriture, donc avec vraiment les 3 gros distributeurs. Et on les a aussi choisis parce que la plupart en fait redistribuent à plein de petites associations, et c'est ça qui nous intéressait aussi, c'était ce ruissellement là en tout cas de denrées. Cette logique de filière, donc en fait j'ai vraiment réfléchi à quelle entreprise mobiliser, en fait, parce que j'aime bien quand les dispositifs à la fin vont de soi, mais en fait au départ ça ne va pas de soi du tout. En fait, je me suis juste dit, ok, super, j'ai dit que j'allais mobiliser des entreprises, mais maintenant lesquelles je vais aller chercher. Donc là je me dis, bon, alors qu'est-ce les grosses qui ont un peu de sous, qui peuvent les mobiliser rapidement, je pense au BTP, aux banques, bon. Puis en fait ça ne tilte pas dans ma tête, et moi tant que je travaille beaucoup comme ça, vu que je sais ce que cherche chacun, si je trouve pas que c'est évident, j'y vais pas et ça déclenche pas. Et puis, je commence à me dire, mais en fait, on a quand même quelques belles grosses entreprises en agroalimentaire avec lesquelles, alors qui sont très discrètes, hein, je ne sais pas si vous remarquez ça dans la filière en général. Ces entreprises, c'est vraiment vivons heureux, vivons cachés, et donc on n'a pas trop de relations avec elles, elles sont là, elles ne communiquent pas beaucoup. Donc moi, ça m'intéressait. En fait, chaque nouveau projet, c'est aussi, entre guillemets, une excuse pour aller les rencontrer. Et puis mieux les connaître, et puis après créer aussi d'autres relations avec elles, puisque c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'une fois avec le mécénat qu'on a créé cette rencontre, finalement, cette première discussion, et bien d'ailleurs, après, ça permet de les mettre en relation avec d'autres collègues sur des sujets qui peuvent nous intéresser ensemble. Donc, assez vite, j'ai fait des recherches sur cette filière agroalimentaire, et puis je suis tombée assez rapidement sur l'AREA, donc l'Association régionale des entreprises agroalimentaires. Et je me suis dit, ça c'est hyper important pour la mobilisation, de les mettre dans la boucle. Ok. Et donc, on est avancé avec eux, donc je les ai contactés, et ils ont bien voulu relayer en effet le message en fait, d'aide d'urgence pour ces associations. On a aussi travaillé avec le MIN, puisqu'en fait, ma collègue qui s'occupe plus de l'agriculture, Alice Trottel, elle-même avait été sollicitée justement pour voir avec le MIN si au niveau des produits frais notamment, en fait, il y avait des produits à récupérer pour les associations. Et là, on a fait une belle rencontre avec donc, le directeur du MIN, très très sensible à cette problématique globale. D'ailleurs, on va continuer à travailler avec lui pour sensibiliser les entreprises là-dessus, pour justement récupérer les invendus pour les associations. Et ce MIN, du coup, nous a identifié donc Presto Bio, qui a été un des gros mécènes en fait par la suite, et a donné beaucoup et a gardé justement, c'est ça qui m'intéressait, la relation avec les associations sur justement ces produits frais qui maintenant leur donnent régulièrement.
Donc la réa, et puis moi ce que je voulais c'était communiquer rapidement puisque bien évidemment on a les temps politiques, donc il fallait voilà, au bout de 5 jours mobiliser déjà quelques entreprises. Donc j'avais la filière, j'avais le mine, assez vite j'ai appelé Natup, voilà, des grosses coopératives qu'on a quand même sur le territoire, Ferriro, et puis Cargill qui est aussi une entreprise qui fait beaucoup, ça fait 10 ans qu'ils sont déjà qu'ils aident les banques alimentaires avec des dons d'huile, de chocolat et aussi financiers, que ce soit au national ou en région. Et puis, une fois que ce communiqué est parti en disant qu'on allait mobiliser les entreprises, on s'est donné une deuxième étape, une conférence de presse fin mai, fin juin, début juillet. Donc là, c'est la photo quand il y avait tout le monde à la fin. Je veux bien que vous reveniez sur les entreprises avant. Et donc, on s'est donné 1 mois pour continuer la mobilisation. Et donc là, on a été chercher toutes ces entreprises et grâce à l'appel en effet de la réa, on a aussi eu notamment la maison de groupe Lefebvre qui fait de la truite surgelée et qui du coup pendant le confinement avait aussi beaucoup de denrées voilà, qui pouvaient être données. Segafredo sur du café, Nexira, il y a une aide plutôt financière. Donc là, l'idée, c'était aussi de chercher à la fois, c'était ça qui était bien avec la filière agro, c'était autant de l'argent que des denrées. C'est-à-dire que du coup, on a eu 118 000 € en financier et l'équivalent en valorisation de 50 000 € sur un peu plus, entre 50 et 60, sur de la valorisation de denrées en nature. Et donc ça a été assez fort puisque du coup, en effet, donc là, il y a les 100 000 de la métropole en plus des 173 000 du coup des entreprises. Et donc, très belle mobilisation qu'on a redistribuée sur les 4 associations qui étaient bien évidemment ravies. Et puis, cette conférence de presse où on a permis à tout le monde de se rencontrer a permis de créer ces liens entre les entreprises et les associations puisque nous, ce qu'on voulait, c'était juste être des passeurs en fait. C'est-à-dire, moi, je me suis vraiment occupée de faire le go-between et puis après, on a directement passé la relation entreprise à l'association. Et d'ailleurs, on a essayé de tellement faciliter qu'il n'y a rien qui est passé par la métropole. En fait, on a directement mis en lien les entreprises et les assos. Alors du coup, chez nous, ça ne se voit pas. Il y a un vrai problème de valorisation. Mais en tout cas, on a voulu agir vite et c'est ça qui était intéressant. Et surtout, toutes les entreprises ont répondu extrêmement positivement. Voilà, celles qui n'ont pas pu le faire, c'est que souvent, elles n'avaient pas des directions qui étaient ici, donc ne pouvaient pas réagir rapidement. Mais maintenant, en fait, là, sur la deuxième vague, par exemple, où ces associations d'aide alimentaire sont toujours en difficulté, elles peuvent appeler directement les boîtes et elles font des mix entre leur acheter des fois des denrées et puis avec les dons, en fait, pour une espèce d'échange de bons procédés, quoi. Donc voilà, nous, on a vraiment été plus sur la mise en relation et moi, je trouve que ça fait partie, enfin, je trouve que ça fait partie de mon métier aussi, à la fois d'avoir des projets métropolitains sur lesquels on va mobiliser des entreprises avec nous, mais aussi des fois, à un instant T, de pouvoir mobiliser ces entreprises sur des causes voilà, qui le nécessitent. Et là, on a vu que ça a vraiment bien marché et que ça avait du sens, quoi. Merci beaucoup pour cette présentation avec ces chiffres assez impressionnants. Et je vais laisser tout de suite Dorothée réagir parce que je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi pas mal de dynamique sur ce sujet-là. D'accord. Je vais laisser et après on reviendra sur les questions. Donc Dorothée, si tu es là. Là, vous m'entendez? Oui. Parce que j'ai double micro, je n'ai là et j'ai là, du coup, des Non, fois, non, c'est bon. mélange un peu, pardon. Oui, non, c'était vraiment très intéressant. J'étais en train de prendre des notes. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à réagir. Non, c'est vraiment très intéressant, surtout à la période actuelle, diversifier. Enfin, les acteurs d'aide alimentaire ont un vrai problème de ressources alimentaires. C'est vraiment leur priorité du moment. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, en tant qu'animateur de ce réseau Régal, on est en train de lancer une cellule d'appui aux acteurs de l'aide alimentaire. Et justement, hier, j'avais une visioconférence avec un certain nombre d'acteurs avec lesquels on s'entend bien depuis le temps qu'on travaille avec eux, notamment les banques alimentaires. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est là, nous, clairement, notre problème, c'est la ressource alimentaire. Parce que le nombre de bénéficiaires augmente de façon croissante, voilà, même des gens jamais identifiés. Alors, on parle aussi de la précarité alimentaire étudiante, mais il y a la précarité alimentaire classique. C'est terrible de dire ça, mais voilà. Et donc, eux, ils ont un vrai problème de ressources. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que vous avez fait. Effectivement, je ne suis pas sûre que ça soit déployé dans beaucoup de territoires, par beaucoup de collectivités, mais ça mériterait d'être en tout cas davantage
diffusée. Après, ça peut être aussi le rôle, vous avez fait ce rôle-là, mais vous avez fait de la mise en réseau. Donc voilà, en fait, ce que vous faites, c'est d'autres acteurs pourraient le faire, mais pour autant, cette mise en réseau, elle est essentielle parce que les acteurs de l'aide alimentaire, eux, sont toujours dans l'urgence à batailler avec les problèmes de moyens humains, les problèmes de bénévoles, les problèmes de logistique, les problèmes de ressources alimentaires. Cette mise en réseau, elle est fondamentale. Pour autant, ils ne peuvent pas forcément la faire eux-mêmes. Donc voilà, quand il y a des tierces qui viennent faciliter ce transfert d'informations, cette diffusion d'informations, il faut passer par là. Et puis, bien sûr, l'aspect financier, c'est le nerf de la guerre. Donc, tout le monde y trouve son compte dans votre projet. C'est ça aussi qui est vraiment très intéressant et inspirant. Donc, voilà. Donc, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a développé cette cellule parce que pendant le premier confinement, on n'a pas pu travailler. Là, c'est un volet sur lequel vraiment ça nous tient à cœur de travailler. Et puis, on a continué à être présent au niveau de l'équipe. Donc, on a les moyens humains, si je puis dire, puisque ce réseau-là, on ne les anime pas tout seul. On a des financeurs qui nous aident à les animer. Sans leur soutien, on ne pourrait pas le faire. Donc, dans la mesure où on a ces moyens-là, on peut dire aux acteurs, voilà, nous, on a du temps à accorder à ces questions-là. Donc, laissez-nous vous aider. Dites-nous quels seraient vos besoins et laissez-nous vous aider dans la mesure de nos moyens, bien sûr. On n'est pas non plus, on est une équipe de salariés, mais on n'est pas non plus très nombreux. Et puis, c'est un sujet particulier quand on n'est pas immergé dans ce secteur de l'aide alimentaire. Totalement. Moi, j'ai découvert aussi toutes ces particularités, c'est-à-dire que d'habitude, en effet, je négocie des choses sur des domaines où j'ai eu le temps vraiment de m'y intéresser, de savoir comment ça fonctionne. Là, mes premiers appels, en effet, j'étais là, genre, j'appelle les assos, ouais, je suis contente, j'ai la marchandise. Et là, ils me disent, et alors, c'est combien de palettes? On va les chercher où? Tout à fait, voilà. Parce qu'il y a des vrais problèmes logistiques. Il y a les gros assos qui vont vouloir des gros volumes, mais il y a les petites assos qui, elles vont avoir des besoins ponctuels et puis de proximité, ça va être possible. Mais les grosses assos comme les banques alimentaires ou tout ça, eux, ce qui les intéresse, c'est des palettes énormes. Hier, on avait une discussion sur les œufs durs. Il dit oui, nous, on récupère les bidons de 5 litres d'œufs durs en saumure. Ah oui, effectivement, il y a de l'œuf là. Voilà. Et puis, c'est pas un bidon, il faut remplir le camion. Et en effet, la répartition en fonction des modèles familiaux, est-ce qu'on est sur la restauration collective? Certains produits sont conditionnés du coup dans des grands contenants, alors qu'en fait, on va sur des familles, ils ne vont pas avoir 10 kilos de betterave, ça n'a aucun sens. Tout à fait. Donc, ça devient très vite, techniquement, en fait, assez compliqué. Les restos c'est technique. C'est chambre froide chez nous qu'ont pas les autres. Oui. Donc, même sur la répartition des produits, il fallait que chacun ait la déballe. Alors, ça, le problème, c'est que c'est des problématiques de personnes après sur les territoires. Certaines associations s'entendent bien et se redistribuent des choses, d'autres un peu plus tendues. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas simple. Et puis, cette espèce de concurrence, elle est complexe à gérer aussi parce que finalement, chacun essaye de grossir et avoir des trucs en plus, mais il y aurait des possibilités de mutualiser aussi des choses. Et ça, c'est pas simple de se positionner, nous, quand on arrive comme ça de l'extérieur. Donc là, bon, ils étaient bien évidemment ravis, puisqu'on leur a amené que du plus. Mais c'est vrai qu'assez vite, quand on commençait à rentrer un peu plus précisément. L'avantage, j'ai beaucoup travaillé avec le Secours populaire qui était très, très réactif et qui m'a vraiment vite briefé. Et puis surtout, il me faisait remonter aussi les types de denrées dont ils avaient besoin, parce que ça, on n'identifie des fois pas non plus. À un instant T, il peut vraiment leur manquer beaucoup de choses. Et donc ça, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir cette information. En fait, même moi, en fait, des fois, en un coup de fil, je peux mobiliser des choses. Si j'ai pas l'info, voilà, je suis pas aidée. Je vois bien comprendre. que je suis connectée avec eux et que finalement, chaque nouveau sujet que j'ai, c'est pas qu'il se termine jamais, mais presque en fait, parce que voilà, ils vont me repasser un petit coup de fil. Moi, dès que j'ai un appel à projet, là, les Restos du Cœur avaient un gros projet en fait de bâtiment pour justement mettre tous ensemble, qui est en plus pas sur notre territoire, qui est juste à côté. Donc voilà, il y a un moment donné, on n'a pas pensé logique de territoire, on s'est dit c'est bien pour tout le monde, on les aide du coup, parce que pareil, eux normalement ne peuvent pas recevoir d'aide du local. Donc en fait, on a pu les aider sur cet investissement sur leur bâtiment, alors qu'on n'aurait pas pu leur donner du coup des choses autrement en local. Oui.
Il y a des subtilités administratives aussi. Enfin, voilà, il faut jongler avec tout ça. Mais c'est ça parce qu'il y a vraiment les grosses têtes de réseau que vous avez très bien identifiées au début de votre PowerPoint. Et après, il y a toutes les petites assos qu'ils vont, eux, irriguer avec les dons. Pour autant, il y a des dons qui peuvent se faire de proximité. Vous avez parlé des restaurants collectifs. Effectivement, si on veut diversifier les apports, ça peut se faire voilà, sur des tas d'autres acteurs. Et le gaspillage, il y en a encore beaucoup. Il y a tout ce besoin comment dire, de mettre en musique tous ces acteurs-là, de les mettre au même niveau d'information, d'aller les rencontrer, de comprendre leurs problématiques pour pouvoir échanger en fait. Parce que souvent, c'est des dialogues de sourds. Moi, j'ai des choses à donner, mais il n'y a personne qui veut les récupérer. Oui, mais pourquoi ils ne peuvent pas les récupérer? Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Si eux ne peuvent pas récupérer, il y en a forcément d'autres. Il faut aller les chercher. Et toute cette mise en réseau, elle est essentielle et elle n'est pas si simple à faire. Elle ne se fait pas toute seule, en effet. Et elle ne se fait pas toute seule. J'étais étonnée en fait d'appeler des entreprises ou certaines qui m'ont appelé via l'AREA qui n'avaient pas spécialement encore fait en fait, chez qui on a déclenché des choses avec justement ce contexte un peu particulier où eux se sont retrouvés avec de la marchandise et du coup voilà, elle s'est dit bah oui, plutôt en effet que de jeter, donnons-le. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas encore ça va mieux, mais c'est pas encore dans toutes les têtes et il y a encore besoin de ces déclencheurs pour leur dire attention, on est là. Et là, on revoit bien au national, tout le monde retire la sonnette d'alarme. Il faut en effet aller vite sur ces problématiques et je pense qu'on a en effet un rôle à jouer de coordinateur assez fort. Il faut que quelqu'un le fasse. Effectivement, chaque territoire, il y a besoin parce qu'il y a la grande directive au niveau national, mais derrière la mise en œuvre, voilà, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais c'est avec des acteurs comme vous et comme nous et comme tous ceux qui sont à cette visio que les choses peuvent bouger parce qu'on est aussi là pour aider justement à faire des moments où ils se rencontrent, à comprendre leurs enjeux spécifiques et du coup que ça puisse tout ça s'harmoniser, quoi. Donc, merci beaucoup pour vos échanges à toutes les deux, donc Dorothée et Juliette, pour montrer ce besoin. On voit vraiment que là, on en est à un besoin de coordination dans les territoires et on voit que l'importance que le rôle peut prendre, que ce soit une collectivité ou une association, en tout cas, il y a besoin qu'il y ait une structure qui porte et qui aille sur cette coordination. Je vous propose, pour pas qu'on déborde plus par rapport à notre table ronde, que l'on passe donc au troisième témoignage. Et donc au témoignage de Morgane Jacob, donc du CIVEDAC. Donc voir, Morgane, si tu peux te présenter et je vais passer tes diapos, si tu souhaites. Bonjour à tous. Donc Morgane Jacob, je suis chargée de prévention déchets au CIVEDAC, donc en charge entre autres du PLPDM. Le diaporama n'est pas là. Donc, le CIVEDAC est le syndicat de traitement des déchets sur l'agglomération caennaise, mais aussi sur des communautés de communes aux alentours. Donc, je vous ai mis la carte juste après. Nathalie, tu peux passer. Merci. Donc, au 1er janvier 2020, on comptait 111 communes et 5 groupements adhérents. Et le CIVEDAC va encore s'agrandir au 1er janvier 2021 puisque la communauté d'agglomération de l'Île de Normandie va nous rejoindre. Donc actuellement, on incinère 86 968 tonnes d'ordures ménagères, donc ça c'était en 2019. Et les dernières caractérisations sur les ordures ménagères qu'on a fait en 2019 ont montré qu'il y avait encore 7,3% de gaspillage alimentaire de présent donc, dans les poubelles qu'on incinérait. Donc, c'est à peu près la moyenne nationale. Donc, contrairement aux intervenantes précédentes qui vous ont présenté des actions qui ont, voilà, des succès d'actions, moi je vais plutôt vous présenter donc différents types d'actions qu'on a mis en place, mais pour l'instant, voilà, elles ne sont pas toutes soldées par un succès. Déjà, d'une part parce que c'est des actions qui sont en cours, donc on n'a pas parfois de bilan encore à montrer, ou alors c'est des actions qui n'ont pas pu aboutir à cause de la crise sanitaire. Par contre, ça nous a quand même permis de mettre en évidence certains freins et de réfléchir à des leviers de mobilisation qui pourraient être utilisés si on reconduisait les actions. Donc, le premier acteur auquel on s'est adressé, c'est la restauration collective et plus particulièrement la restauration scolaire. Donc, il y a eu plusieurs vagues d'actions. La première était entre 2012 et 2014. Donc, je n'étais pas encore là, mais c'est le CREPAN qui a accompagné CIVEDAC pour ça. Donc, s'il y a des questions, Nathalie pourra vous répondre. 12 écoles avaient été accompagnées et le bilan avait montré donc 46% de réduction du gaspillage alimentaire.
Donc, il y avait eu un bel engagement avec un défi, je crois, entre les établissements. Et suite à ça, il y a encore certains établissements qui continuent à s'inscrire au défi assiette vide. Donc, voilà, il y a quand même encore une mobilisation. En 2019, on a voulu reprendre cette thématique donc, du gaspillage alimentaire en profitant de la proposition de la région de nous accompagner donc, pour avoir des services civiques qu'on a appelés les léopards du tri. Ils ont été évoqués hier par la personne de la région. Donc, nous, on a recruté donc, ces léopards du tri pour vraiment travailler sur la thématique gaspillage alimentaire. Ils ont contacté donc, de nombreux établissements et 13 se sont engagés donc, dans la démarche, donc, dont plusieurs lycées, puisque en fait, on avait vraiment un partenariat avec la région qui veut travailler sur la thématique. Malheureusement, donc, leur mission devait se terminer en mai et le confinement est arrivé en mars. Donc, aucune des actions engagées n'a pu être finalisée. En fait, il y a eu les semaines de pesée diagnostic, parfois des propositions d'action, mais rien de mis en place. Et depuis la rentrée scolaire... non, elle ne travaille pas, mais on lui enverra un mail, récap, on l'appellera lundi. Depuis la rentrée scolaire, un établissement est revenu vers nous et c'est vrai qu'on ne les a pas relancés parce que vu la situation, on imagine qu'ils ont sûrement d'autres choses en tête. Donc, par contre, le point de vigilance qui est ressorti de cet accompagnement, de la difficulté en fait à mobiliser, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une adhésion au projet donc, de réduction du gaspillage alimentaire de toutes les parties qui vont être prenantes, c'est-à-dire pour les écoles primaires, les maires, pour les lycées, les gestionnaires, les directeurs, personnels de cantine, enseignants. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de demandes émanaient seulement d'une partie prenante et que finalement, si les autres, même si on les rencontrait en réunion, on n'était pas convaincus de l'intérêt de réduire le gaspillage alimentaire, ça ne fonctionnait pas. Donc, soit les semaines de pesée n'étaient pas vraiment faites, soit finalement, enfin voilà, les actions proposées n'étaient pas suivies de mise en place. Pour les gros établissements, donc comme les lycées, on nous a vraiment demandé d'être présents lors des campagnes de pesée, parce que c'est souvent en fait un problème aussi de bras, tout simplement. Ils ont beaucoup d'élèves, ils n'ont pas le temps, clairement, à la restauration, enfin le personnel de restauration de s'occuper de ça. Donc voilà, il y avait ce besoin aussi de présence, même si on a essayé de mobiliser en même temps les éco-délégués. Et donc, pour essayer de mobiliser aussi, on a essayé de rajouter l'argument de l'obligation réglementaire avec la loi Egalim, qui oblige maintenant tous les établissements à faire un diagnostic du gaspillage alimentaire. Donc, on passe à une autre cible que vous avez. Donc, deuxième cible à laquelle on s'est adressé, ce sont les EHPAD. Donc, c'est une action qui a commencé fin 2018. Donc, c'est aussi un accompagnement qu'on a fait avec le Crépan. Elle devait se terminer fin 2019, mais on s'est trouvé face à une difficulté vraiment d'engagement, de recrutement des EHPAD. Donc, on l'a décalé d'1 an. Et puis, suite à la crise du Covid, on va pas la décaler plus, mais on n'a pas réussi à recruter plus d'établissements. Donc, on s'est vraiment rendu compte que c'est un public très, très difficile à mobiliser. Malgré de multiples relances, on a fait, donc on les a appelés, on a envoyé des courriers aussi venant des élus, par exemple pour les EHPAD sur Caen. On a essayé de faire un lien avec une action nationale qui est mise en place, Maison Gourmande et Responsable, qui donc travaille sur le gaspillage alimentaire et en même temps la dénutrition. Mais voilà, même si des EHPAD se sont engagés, ça fait plus d'1 an et on n'a pas de retour. Les premières pesées ont été faites, les rencontres pour proposer des actions de réduction ont été faites, mais par contre, des nouvelles pesées pour voir si ces actions ont eu un effet, on n'arrive pas à avoir de retour. On n'a pas pu faire de réunions en présentiel depuis un moment, puisque suite au Covid, en fait, les personnels des EHPAD avaient interdiction en fait, de rencontrer des personnes extérieures. Donc voilà, malheureusement, c'est une action qui est à un point qui stagne. Et voilà, là, on bloque un peu. Donc vraiment, le point de vigilance, c'est une cible où il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, mais c'est vraiment difficile à mobiliser. Et on se rendait compte que voilà, ils avaient les personnes des EHPAD ont beaucoup de questionnements sur les contraintes sanitaires, les grammages obligatoires, voilà, la pression des familles, enfin voilà, la crainte aussi qu'on les accuse de ne pas donner assez manger
aux pensionnaires, en fait, si on réduit les portions. Et on s'est rendu compte qu'un appui ou une participation, donc là j'ai mis l'ARS, mais ça pourrait être d'autres structures médico-sociales, mais qu'elles soient associées vraiment à la démarche nous est apparu primordial pour vraiment proposer un accompagnement complet, donc pour parler en même temps de la dénutrition. Et surtout rassurer, légitimer les actions proposées, puisque quand on parle de réduction des grammages ou autre, enfin, nous, on n'est pas des professionnels de la restauration, on n'est pas des professionnels de santé, et d'avoir voilà, l'appui d'une autre structure paraît primordial. Mais bon, on n'a pas réussi à obtenir ce partenariat en fait sur cette action. On y reviendra peut-être, on verra dans les réactions peut-être de Laurence. Et donc, et la cible suivante alors? La cible suivante, je ne sais plus. Donc, la restauration commerciale. Voilà, les commerces alimentaires engagés. Non, donc, pour s'adresser donc aux grandes et moyennes surfaces et même d'autres commerces alimentaires, on avait déjà essayé de les contacter pour les rencontrer et voir avec eux quelles solutions mettre en place pour réduire leur production de déchets, mais en fait, on n'arrivait jamais à avoir de retour, quoi. Le contact était très difficile. Du coup, on a décidé de contractualiser avec la société Phoenix, donc, qui a fait une présentation hier, donc, qui, elle, a l'habitude de travailler avec des grandes et moyennes surfaces. Donc, on a passé le contrat il y a 1 an. L'objectif était de mobiliser 16 commerces alimentaires sur le territoire du Civedac. Donc, on a essayé de répartir en fonction de nos différents adhérents et en lien avec la population. On a fait une répartition proportionnelle. Et donc voilà, après ce sont nos adhérents qui nous ont fait remonter une liste de commerces qu'ils souhaiteraient qu'on rencontre, donc en fonction de leur tonnage. On a ensuite envoyé un courrier officiel pour les informer du passage de Phoenix et donc de l'opération, du fait que le diagnostic et l'état des lieux allaient être gratuits, donc pris en charge par le Civedac, que Phoenix leur proposerait ensuite un plan d'action et que suite à ça, ils pouvaient continuer à travailler donc, avec Phoenix, donc en contractualisant avec Phoenix, ou décider de mettre en place eux-mêmes leurs actions. Donc Phoenix, donc là j'ai mis 4 magasins, mais en fait c'est 5 magasins qui ont pu bénéficier de l'accompagnement pour l'instant Civedac Phoenix, et 3 autres qui ont mis en place donc l'application Phoenix. C'est une application un peu comme Too Good To Go qui propose des paniers à prix réduit, donc pour des produits en date courte. Sur ces 5 magasins, il y en a un qui a contractualisé ensuite avec Phoenix, et depuis qu'il travaille avec Phoenix, il est passé de 9 bacs, donc de 770 litres collectés 2 fois par semaine, à 6 bacs. Donc c'est déjà une belle réduction, et ils ont l'objectif de continuer à diminuer. Donc ils ont contractualisé, je crois, encore pour 2 ans avec Phoenix. Donc voilà. Mais là, pareil, on a rencontré Phoenix, on a fait un point donc il y a à peu près 1 mois sur l'opération, et ils se retrouvent aussi à un niveau de blocage où ils n'arrivent plus à rencontrer, enfin à mobiliser en fait les commerces, sur la liste qu'on leur avait fournie. Donc après, sur notre liste, il n'y a pas énormément de très grosses grandes surfaces, puisque on a demandé, nous on s'intéresse qu'à celles qui sont collectées par le service public, et beaucoup de grandes surfaces sont collectées par le privé. Et donc voilà, on est en réflexion pour chercher des pistes, des leviers de motivation pour réussir à impliquer un peu plus donc, les commerces. Donc on s'était dit que la présence de la tarification incitative sur les territoires, donc que ça soit sous forme de redevance spéciale, redevance incitative, ou TOMI pourrait aider, mais étonnamment, pour l'instant, les commerces qui sont engagés sont les commerces qui sont sur la seule communauté de communes où il n'y a pas de tarification incitative. Donc pour l'instant, ça n'a pas été un levier, mais bon, on va voir comment peut-être l'utiliser. Il faut vraiment réussir à les mettre aussi devant leurs obligations réglementaires de tri à la source des biodéchets, du fait que ça leur coûtera très cher quand ils feront collecter par un privé leurs biodéchets, même s'ils sont déjà censés le faire, mais la plupart ne le font pas. Peut-être aussi faire des suivis de collecte, donc avec des coordinateurs de collecte des groupements, pour vraiment se rendre compte du nombre de bacs qui sont collectés et de ce qu'on trouve dans ces bacs, qui ne devraient pas être présents, pour pouvoir ensuite faire remonter ça directement au commerce. Enfin voilà, là c'est en réflexion avec
les adhérents du CIVEDAC pour trouver des nouvelles pistes. D'accord, très bien. Et la dernière cible? Ouais. Alors, la dernière cible, c'est la restauration commerciale. Donc, pour l'instant, on est juste en état au stade de la réflexion. On n'a pas commencé à travailler avec eux. Donc, à la base, on voulait travailler sur la promotion du gourmet bag. Donc, c'est une initiative nationale pour promouvoir en fait le doggy bag, c'est la même chose. Donc, on voulait voir avec les restaurateurs, travailler avec eux en amont par des groupes de travail pour définir avec eux les besoins en termes de communication sur le gourmet bag pour que eux de leur côté communiquent, puisque souvent le problème c'est que les clients, même s'ils ne sont pas contre repartir avec leur reste assiette, ne vont pas oser demander. Donc c'est aussi le fait que le restaurateur affiche que oui, il peut fournir un gourmet bag. Donc, on voulait travailler avec eux là-dessus, mais effectivement, on se questionnait aussi sur. Enfin voilà, le gourmet bag, c'est juste une petite action sur le gaspillage alimentaire. Finalement, il y a vraiment beaucoup d'autres choses dans les restaurants sur lesquelles travailler. Donc, c'était un petit peu aussi comment mettre le pied dans la porte, commencer à travailler avec les restaurateurs pour voir ensuite comment pousser plus loin donc, la thématique. Ce groupe de travail devait avoir lieu en avril, donc il a été annulé. Et depuis, on n'a pas non plus ressollicité les restaurateurs parce qu'ils ont un peu d'autres chats à fouetter, on pense, en ce moment. Mais en même temps, il y a un groupe de travail qui est rené de ses cendres, on va dire, qui est le groupe du travail du régal, donc dans lequel il y a le crépan, le grain. En fait, j'avais différencié régal et graine. J'ai vu tout à l'heure dans la présentation du régal que le grain faisait partie du régal. J'aurais pas dû le mettre. Pour travailler sur la restauration commerciale. Et effectivement, ils avaient déjà commencé à travailler sur une charte d'engagement auprès des restaurateurs, donc sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et là, on est en train de voir, au moins pour le niveau normand, sur comment on pourrait élaborer un diagnostic et cette charte auprès des restaurateurs et comment valoriser les restaurateurs qui s'engagent dans une démarche. Donc, hier après-midi, il y a eu un groupe de travail lors des assises pour cette thématique. Et effectivement, il a été évoqué qu'un label peut-être national sur cette thématique était en cours de réflexion. Donc, à voir comment on peut essayer de se greffer là-dessus. L'idée, c'est de ne pas venir avec un énième support auprès des restaurateurs, mais d'avoir quelque chose d'homogène. Voilà, donc au niveau des points de vigilance, c'était vraiment, il faut travailler avec les restaurateurs dès le début et ne pas venir avec un support déjà tout défini. Il faut vraiment voir en fonction de leurs besoins. C'est en les impliquant qu'ils s'engageront aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup Morgane. On voit vraiment cet intérêt d'agir à différents niveaux et de tester. On voit ce côté tester des choses, voir si ça fonctionne ou pas. Et le côté aussi se mettre en réseau. Donc là, la restauration commerciale, voir un groupe du régal, c'est de voir aussi comment on pourrait essayer de trouver ensemble des solutions et avec d'autres collectivités qui font les mêmes démarches. Je vais laisser Laurence réagir justement à ton intervention pour avoir une vision nationale et un éclairage. Alors, vraiment bravo. Enfin, c'est très courageux et ambitieux d'avoir essayé justement d'aller travailler avec tous ces acteurs qui ne sont pas que ceux sur lesquels vous avez une compétence, typiquement la restauration collective. Bon, évidemment, vous avez toutes les collectivités un rôle à jouer, mais d'aller chercher les grandes et moyennes surfaces, et la restauration commerciale et les EHPAD, vraiment bravo parce que c'est pas les plus faciles et d'ailleurs vous en êtes rendu compte et c'est toute la difficulté de les mobiliser et en plus de les mobiliser pas que sur une seule action. Donc là vous avez en plus soumis un contexte national sanitaire qui était vraiment pas favorable. Donc j'allais dire perdez pas espoir. Je sais que vous pouvez compter sur justement les animations du régal pour continuer à faire vivre ces éléments-là. Mais vraiment, vraiment bravo parce que moi, je crois beaucoup en plus à l'effet boule de neige sur un territoire. Quand il y a un effet d'entraînement des différents acteurs, ça crée aussi une émulation et ces acteurs privés sont effectivement difficiles à aller chercher. Et je rebondis juste sur ce que vous évoquiez par rapport au label national. Je ne sais pas si vous en avez parlé hier, mais en effet, dans la loi anti-gaspillage économie circulaire donc de février de cette année, il est indiqué qu'un label national
pourra être proposé à toutes les personnes morales qui réalisent des actions en permettant d'atteindre les objectifs de réduction, donc ces fameux objectifs de réduire de moitié le gaspillage alimentaire. Ce label est en cours de définition. Il y a un décret qui va sortir de façon imminente pour donner les premiers éléments. Sachez que l'année 2021 va servir de rodage et de test de ce label en premier lieu vis-à-vis des grandes et moyennes surfaces. Donc, c'est avec eux que ça va se roder et ensuite, ça va être proposé sur l'ensemble des autres acteurs. Et vous avez raison d'être vigilant là-dessus parce que, notamment sur la restauration commerciale, il y a de plus en plus de labels privés qui se mettent en place. Pourquoi pas? Mais après, la difficulté, c'est pour le consommateur notamment, c'est de s'y retrouver. Et l'avantage là d'un label national, c'est aussi de permettre une identité et une visibilité plus forte, en tout cas on l'espère, avec une reconnaissance pour les consommateurs et l'envie d'aller vers ces acteurs-là. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Et je pense que justement, le Régal restera en éveil et en lien avec vous pour suivre ce label, parce que c'est vrai que je ne vais pas répéter, si je vais répéter, mais ce côté, autant réutiliser ce qui va exister au niveau national et ne pas en avoir 15 000, et autant attendre peut-être et bien se préparer pour le faire en cohérence avec vous. Donc ça, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Peut-être voir aux côtés de Caroline si on a des questions pour les intervenants. Je vais remplacer Caroline qui est au téléphone. Ah, donc c'est Émilie. Donc on a 2 questions. Quel a été votre rôle auprès des EHPAD engagés dans la démarche de la maison gourmande? Donc pour Morgane. Alors, sur notre territoire, je crois qu'on avait 4 EHPAD engagés dans la démarche. Donc, dans la démarche Maison Gourmande, les EHPAD devaient se débrouiller seuls. En fait, on leur fournissait tous les documents, mais c'est eux qui géraient vraiment tout seuls leur pesée, leur accompagnement. Nous, en fait, on leur a proposé d'utiliser, entre guillemets, l'accompagnement proposé par le CIVEDAC pour faire les pesées ou autres. Comme ça, ils ont rencontré Nathalie Ducrépan pour faire des diagnostics, pour faire leur pesée. Donc, ils ont mis un accompagnement plus personnalisé, en fait, de visu, plutôt que seulement des documents à remplir, quoi. Merci. Deuxième question de Céline Leroux. Est-ce que ce sont des grandes surfaces de vente ou des plus petites, entre parenthèses, de centre-ville, par exemple? Alors, on avait proposé un petit peu de tout. Après, on s'est vraiment basé sur les tonnages. Donc, c'était quand même des surfaces assez grandes. Celles qui se sont engagées, c'est plutôt quand même des grandes surfaces. Ouais. Il y en a une petite, je crois, qui avait fait le diagnostic, mais elle produisait vraiment pas grand-chose finalement. Et oui, dans l'ensemble, c'est plutôt des grandes surfaces. Il n'y a pas d'autres questions? Dorothée, tu voulais réagir? Dorothée, je te laisse. Pardon. Oui, je voulais apporter un complément. Donc, effectivement, c'est intéressant cette présentation parce qu'on voit que vous avez travaillé avec différents types d'acteurs et du coup, vous avez rencontré différentes difficultés selon les types d'acteurs. Mais c'est ça aussi qui est enrichissant, c'est qu'on se rend compte que le gaspillage, il est partout et qu'il n'y a pas une façon de l'aborder, et même selon les acteurs d'une même catégorie, il y a encore là différentes façons de le traiter. Moi, je voulais juste apporter un complément par rapport au projet sur la restauration commerciale que vous avez développé avec les gourmet bags. Ce sont des actions qui se développent de plus en plus dans les territoires et c'est vrai que c'est une solution parmi d'autres pour proposer aux restaurateurs, en tout cas, de réduire le gaspillage qu'ils vont avoir après eux à traiter en tant que producteurs de biodéchets. Nous, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, il y a un projet qui a été porté par les CCI des Deux-Sèvres et de Haute-Vienne, qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé le lien hier à Nathalie avec ton équipe pour préparer ça. C'est Mon Resto Engagé. Ils ont accompagné pendant 2 ans une dizaine de restaurateurs en Deux-Sèvres et une dizaine de restaurateurs en Haute-Vienne sur tout un tas d'actions pour réduire le gaspillage. Le gourmet bag a été une des solutions, mais ils en ont mené tout un tas d'autres. Ils ont même fait des vidéos où ils rentrent dans les cuisines avec les restaurateurs qui apportent leur témoignage. Donc voilà, disons que ça permet de nourrir ces réflexions sur comment on peut approcher les restaurateurs pour réduire le gaspillage alimentaire
sans qu'ils aient l'impression qu'on va leur apprendre leur métier. Loin de là, notre position, c'est pas du tout ça, mais comprendre comment ils fonctionnent, leurs priorités, leurs préoccupations, surtout en ce moment, on va pas leur parler de gaspillage, il faudrait déjà qu'ils puissent ouvrir, mais en tout cas en fonctionnement normal, c'est dans leur intérêt financier de réduire le gaspillage. Et il y a tout un tas de petites actions sur lesquelles a travaillé la CCI. Ils ont été accompagnés par quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Je crois que c'est Butterfly Tourism, mais je ne suis pas sûre du tout. Pour mener cet accompagnement qui a duré 2 ans et qui est vraiment bien fait. Il y a un petit livret qui a vu le jour suite à ça. Je ne sais plus si je l'ai là. Et il est vraiment bien fait. Il y a tout un tas de témoignages. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Et je pense que vous pouvez... Enfin, disons que nous, en tant qu'acteurs du réseau Régal, ce qu'on veut, c'est faire connaître toutes les initiatives intéressantes qui puissent en inspirer d'autres acteurs, d'autres territoires pour dire il n'y a pas que le gourmet bag, mais qui est pour autant un super outil pour aller voir les restaurateurs. On peut le faire avec de d'autres façons. Voilà. Merci Dorothée. Merci beaucoup. Alors justement, pour faire le lien, parce que c'est vrai que nous, ça nous intéresse vraiment, toutes ces démarches-là, et je sais que les Deux-Sèvres, alors c'était pas exactement, je pense que c'était le projet d'avant, donc il faut qu'on aille voir ce projet-là, mais on l'avait déjà identifié. Donc, pour rappeler qu'il y a, au niveau de la Normandie, il y a la Normandie, NECI, Normandie Économie Circulaire, la stratégie normande de l'économie circulaire. On a une plateforme NECI, on va voir pour vous mettre le lien là dans le fil de discussion. Il y a un club Régal, dans ce gros NECI, on a un club Régal et dedans on met justement tout ce qu'on peut récupérer comme document. Donc là, on verra avec le groupe restauration commerciale pour mettre le document dont tu viens de nous parler, Dorothée. Mais justement, c'est ça, on est là pour échanger, voir ce qui se fait ailleurs et ce qui marche, parce que tous, on avance à tâtons, c'est bien ce qu'on a pu voir aujourd'hui, tous, on cherche des démarches pour réussir à mobiliser vraiment tous les acteurs. Alors, je ne sais pas s'il reste des questions, s'il y a des nouvelles questions ou si on va pouvoir clore, parce que normalement, on devrait bien finir là, cette plénière pour laisser le temps, une petite temps de pause pour pouvoir après commencer les ateliers. Alors, Caroline et Émilie, si vous ne réagissez pas, je vais continuer. Donc, peut-être, Laurence, si tu veux nous faire une petite conclusion de cet atelier-là. Et donc, je te laisse Merci. la Alors, parole. encore une fois, je rebondis sur l'intro, mais on avait un très bon échantillon. Ce rôle de chef d'orchestre est essentiel. Je souligne aussi, en écho là, au dernier témoignage, l'importance de s'appuyer sur les acteurs relais qui ont la compétence et la légitimité. Typiquement, sur la restauration commerciale, il faut être accompagné, il faut aller chercher la CCI. Sur les métiers de bouche, il faut aller chercher la Chambre des métiers. Sur les industriels, il faut aller chercher l'ARIA. À chaque fois, il y a un acteur de compétence qui connaît par cœur ces acteurs-là et avec qui il ne faut pas hésiter à co-construire et à se mettre en partenariat pour être plus fort et plus légitime, pour ensuite taper à la porte des différents acteurs. Parce que sinon, il y a aussi une possibilité de s'épuiser à aller faire passer son temps uniquement à essayer de mobiliser et recruter et perdre un peu le côté mise en place des actions et suivi des indicateurs et de la réduction. Donc, il y a tout un repérage de ce jeu d'acteurs à bien connaître sur son territoire. Pas hésiter aussi à se rapprocher quand il y en a sur votre territoire des plans alimentaires territoriaux, les fameux PAT, parce que eux aussi connaissent par cœur ce paysage d'acteurs sur le territoire. Donc, en raccrochant ces différents wagons, vous allez pouvoir justement jouer ce rôle de chef d'orchestre en tant que collectivité. Et une fois plus, ne pas hésiter à s'appuyer sur le Régal parce qu'ils connaissent exactement ce qui se passe sur les différents territoires. Donc encore bravo d'une part pour l'organisation de cette table ronde que je trouve un excellent témoignage et mise en évidence de ce qu'il faut faire de cette dynamique-là. Bravo pour ce qui se passe sur la Normandie et puis avec un coucou chaleureux à la Nouvelle-Aquitaine qui est aussi pour nous une belle référence et puis à suivre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup à toutes les intervenantes pour tout ce que vous avez pu nous présenter. Merci au Crépant pour cette visio. C'est vrai que c'était vraiment, même techniquement, c'est une belle prouesse. Bravo. Merci, merci Dorothée.
Merci. Et donc, ce que je vous invite maintenant, donc on va avoir un… Donc, je dis au revoir aux intervenantes. Le temps d'après, donc voilà, maintenant, ce qu'on vous propose, c'est après une petite pause rapide, de retrouver les ateliers. Donc, on a l'atelier 5, lutter contre le gaspillage alimentaire, donc un levier pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. Donc, ce sera sur ce lien. Donc, si vous souhaitez cet atelier-là, ne bougez pas et restez ici même. Et sinon, l'atelier 6 sera animé par Émilie, et donc c'est sensibiliser les usagers des associations d'aide alimentaire pour réduire le gaspillage alimentaire. Et Émilie vous a envoyé le lien. S'il y a un souci, vous indiquez dans le fil de discussion. Ensuite, on vous proposera le forum à distance qui n'a pas pu avoir lieu hier. Donc là, on le réalisera donc après à 12h15. Donc, on vous retrouve sur ce même lien. Donc, ceux qui vont à l'atelier d'Émilie, gardez en mémoire ce lien pour revenir sur ce même fil d'échange. Et ensuite, l'après-midi, donc là, on aura l'atelier 7 et l'atelier 8. Et pareil, vous avez dû recevoir les liens par rapport à ces ateliers-là.